On oublie souvent que la marche à pied peut être considérée comme un moyen de transport. La ville de Berne l'a bien compris. Elle a installé depuis de nombreuses années des zones piétonnes en réussissant le pari de faire cohabiter commerce et espace piéton. Notre invité du jour connaît très bien Berne. Et pour cause, il est conseiller national UDC depuis plus de 10 ans. Mais si nous l'avons fait venir aujourd'hui, ce n'est pas pour son engagement politique. Non, ce Bernois est depuis peu président d'Auto Suisse, l'association des importateurs suisses d'automobiles, et c'est un fervent défenseur des voitures en ville. Hallo zusammen. Musst schon arbeiten. Bonjour Monsieur Rushdie. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous à Berne, une ville que vous connaissez bien. Ouais, très volontiers. Je connais aussi les gens. Ça va? Oui, merci gleichfalls. Alors vous êtes depuis peu le président d'Auto Suisse, mais j'imagine que vous faites quand même pas tout en voiture. Vous marchez parfois? Oui, non, pas parfois. Tous les jours. Ah. Il faut faire 10 000 pas tous les jours. Il faudrait. Mais je pense que je l'ai fait. Oui, je marche beaucoup. D'accord. C'est vrai qu'on oublie que ça peut être un moyen de déplacement, voire même un moyen de transport simple, écologique, surtout dans les villes. Peut-être des fois, on oublie trop. Dans les villes, on est presque... Non, je pense avec le vélo, on est le plus vite, mais en marchant également plutôt. Parce qu'il y a trop peu de parking dans les villes, ça il faut aussi dire. Regardez, on est dans une zone piétonne, il n'y a pas de voiture. C'est agréable, non? Ah, absolument. Ici, surtout dans cet héritage d'UNESCO, je comprends, j'ai rien contre. Ouais. Mais j'ai peut-être plutôt un problème si on veut traverser, par exemple, la ville de Berne, on ne peut pas. Il faut tourner autour de toute la ville. C'est à cause de ces piétons. J'ai rien contre une route comme ici. Est-ce que vous connaissez le concept d'Airbnb pour voiture? J'ai déjà entendu parler, mais je ne le connais pas assez bien, mais je pense que ça me semble être une bonne chose. On va en parler justement parce que c'est un concept qui fait fureur au Royaume-Uni. Partager sa voiture avec des particuliers, un concept qui peut être économiquement intéressant et qui peut réduire le nombre de voitures en ville. C'est un reportage de Clément Bruguet. Il y a quelques mois, Émilie Kerr a décidé de radicalement changer sa vie. Aujourd'hui, quand cette résidente d'Oxford se déplace, Bonjour Christine. au lieu d'utiliser son propre véhicule, elle se rend sur une app pour louer une voiture, mais pas n'importe laquelle, c'est celle de sa voisine. C'est la voiture de Christine, ma voisine. Je l'ai louée pour les 2 prochaines heures et ça me coûte 15 francs. Dans son quartier à Oxford, elle peut louer 8 véhicules. Ses voisins les mettent à disposition sur un Airbnb pour voiture, une app qui permet à des particuliers de louer leur automobile. Ma famille utilise surtout ces voitures pour amener les enfants à leurs activités extrascolaires. On fait beaucoup de vélo, mais quand il pleut, comme mes enfants sont jeunes, parfois on veut juste prendre une voiture. Aujourd'hui, on trouve plus d'1,4 milliard de voitures sur la planète. Et en moyenne, ces véhicules sont parqués sans être utilisés 96% du temps. L'objectif de ces plateformes, convaincre les gens de ne pas acheter de véhicules pour conduire ceux qui existent déjà. Un moyen de réduire l'impact sur l'environnement des automobiles. Et c'est principalement cet argument qui a séduit cette mère de famille. Produire une voiture génère beaucoup d'émissions. Même si vous conduisez beaucoup de kilomètres dans la voiture de quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas besoin d'acheter une nouvelle voiture, vous réduisez beaucoup vos émissions. Mais pour elle, ce qui peut toucher un plus grand nombre de gens, c'est le prix. En louant une voiture uniquement quand elle en a besoin, elle limite ses frais de transport à environ 150 francs par mois. En comparaison, quand on est propriétaire d'une voiture, ce montant est plutôt de 500 francs. Les voitures d'occasion sont très chères. Donc les gens qui comprennent que le réchauffement climatique et les émissions des voitures sont un problème se disent « peut-être que je peux économiser de l'argent et sauver l'environnement en même temps ». C'est depuis un bureau, au cœur de Londres, que cette révolution est orchestrée. Voilà le bureau de Turo. Nous sommes une trentaine de personnes pour le Royaume-Uni et on grandit vite. Xavier Collins est le manager au Royaume-Uni de Turo, le leader mondial de la location de voitures de particuliers. Son objectif ? Entrer en concurrence directe avec les compagnies de location de voitures traditionnelles, comme Hertz ou Avis. Et ça marche. Aujourd'hui, Turo est une des startups les plus riches de la planète. La plateforme loue plus de 550 000 véhicules. En comparaison, Avis en a 600 000. On a environ 1600 hôtes qui louent autour de 3000 voitures à Londres.
Regardez, il y a de tout, comme des Porsche qui coûtent 360 francs par jour, une Tesla pour environ 150 francs, on a aussi une Smart pour 60 francs par jour. Pour réussir à battre les géants de la location de voitures, sa priorité a été de rendre le service aussi facile à utiliser que possible. La clé, éliminer toute interaction physique avec ses clients. On fait tout avec une app de son téléphone. Il n'y a pas de paperasse, il faut juste trouver une voiture proche de chez vous. C'est pratique, vous réservez avec votre app et vous pouvez même ouvrir la voiture avec votre téléphone. Grâce à la taille de la ville, Turo a utilisé Londres comme un véritable laboratoire de développement en Europe. Pas encore présent en Suisse, Xavier Collins trouve le marché helvétique très prometteur, spécialement pour le tourisme. Au Royaume-Uni, vous avez besoin d'une voiture pour passer la journée à Londres et voir des amis ou aller à la campagne. Mais très souvent, je veux utiliser une voiture en voyage. Disons que je vais skier. Vous allez à la montagne. Il y a beaucoup d'utilisateurs au Royaume-Uni qui voyagent en Suisse et qui adoreraient avoir cette option. Si ces apps permettent de se déplacer plus facilement, elles peuvent aussi ramener beaucoup d'argent aux propriétaires des voitures. J'ai acheté cette voiture il y a 3 ans. Elle me rapporte environ 600 francs par mois en moyenne. Parfois plus, parfois moins, mais c'est un des soldats de ma flotte. Il y a 5 ans, Kashif Aslam a entendu parler de l'arrivée de ces plateformes. Alors sans emploi, il a décidé d'y louer sa voiture pour arrondir ses fins de mois. Et le succès était quasi instantané. J'y ai mis ma voiture et la voiture de ma femme. Quand j'ai vu le potentiel de Turo et du marché du partage des voitures, j'ai pris mes économies et j'ai directement acheté plus de voitures. Aujourd'hui, il a fait de cette activité son emploi à temps plein et il loue désormais 32 voitures sur Turo. Son plus grand souci, s'assurer que ses véhicules soient impeccables, comme quand on loue une voiture dans une agence professionnelle. Ça, c'est mon aspirateur. C'est la meilleure chose que j'ai achetée pour mon business. Je l'utilise pour laver les voitures entre 2 clients. L'entrepreneur n'a pas de bureau et se sert uniquement de son smartphone pour louer son armée de Toyota, de Porsche et de Tesla. Ses revenus sont stratosphériques. Certaines de mes voitures me rapportent entre 700 et 1000 francs par mois. Et pour les voitures de luxe, c'est jusqu'à 1800 francs par mois. Mais cet ancien employé de commerce a aussi connu des moments difficiles. Le pire, la pandémie. Ah, c'était tellement calme. J'avais toutes mes voitures parquées autour de la maison. C'était dur, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai dû revendre quelques voitures, mais bon, j'ai tenu bon. Je me faisais confiance. Car si louer sa voiture peut rapporter gros sur ces plateformes, l'opération n'est pas sans risque. Quand Christian Taljar a loué sa voiture pour la première fois, il s'est rapidement rendu compte qu'il y avait eu un problème. Quand je suis rentré dans ma voiture après ma première expérience de location, ça sentait le désodorisant pour les toilettes. Après, j'ai découvert l'odeur de cigarette et j'ai commencé à regarder ma voiture de plus près. En fait, ce gars avait bousillé ma voiture. Odeur de cigarette, traces de brûlures et de multiples rayures sur la carrosserie, son locataire s'était servi de sa voiture pour faire la fête. Il contacte alors Ayakar, la plateforme qu'il avait utilisée pour louer son véhicule, qui ne lui a pas donné de réponse. Ayakar ne m'a jamais remboursé. Au téléphone, il me disait toujours « Quelqu'un s'en occupe. Votre demande a été transmise à notre supérieur. C'est lui qui s'en occupe. » Et je n'ai jamais eu de réponse. Pour Christian Taljar, son cauchemar s'est terminé le jour où il a vendu sa voiture. À cause de cet incident, sa valeur avait drastiquement chuté. Acheté 13 000 francs, il la revend pour 7 000 francs quelques mois plus tard. Aujourd'hui, il se déplace presque uniquement en transport public à Londres. Contacté par un bon entendeur, Ayakar n'a pas répondu à nos questions. Selon les experts de l'industrie, des dérapages comme des accidents et des vols peuvent arriver, mais généralement sont couverts par des assurances. Malgré ces dérapages, ces startups sont en plein boom. Plusieurs de ces plateformes prévoient cette année de se coter en bourse et le nombre d'utilisateurs est en constante augmentation. Comme vous pouvez le voir ici, la popularité est en plein boom. Il y aura 36 millions d'utilisateurs d'ici 2025. Mais pour cette professeure, ces plateformes ont un gros problème. Leur impact sur l'environnement a été très décevant. Quand ces systèmes de partage ont commencé, les gens ont tout de suite dit à quel point ça allait être merveilleux pour l'environnement et qu'ils allaient remplacer les voitures. Mais des recherches ont montré qu'en fait, ils ont remplacé les transports publics. Jusqu'à présent, peu de gens ont abandonné leur voiture pour utiliser exclusivement ces plateformes de partage.
Ces startups sont plutôt utilisées par des personnes qui n'ont jamais eu de voiture et qui se déplaçaient auparavant en bus ou en train. Mais l'espoir n'est pas perdu. L'experte pense qu'augmenter le nombre de voitures à louer et de mettre plus de voitures électriques à disposition peut améliorer le bilan carbone des startups. Cela permettrait par exemple aux consommateurs qui trouvent trop risqué d'acheter une voiture électrique parce qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge ou parce que c'est plus cher d'acheter un modèle électrique. Ça leur permettrait de surmonter toutes ces barrières en leur donnant l'opportunité d'essayer ces véhicules. Mais en attendant, le concept a donné des idées à d'autres acteurs du monde automobile, les fabricants de voitures. C'est dans ce garage qu'ils organisent leur grande riposte. Par crainte de perdre des clients au profit de ces startups, Jaguar Land Rover a lancé son propre système de partage. On vient de recevoir de nouvelles voitures aujourd'hui. On en a eu 7. On en a ajouté 40, 50 cette année. Tom Fawcett a parqué 160 voitures dans un garage au cœur de Londres que les gens peuvent réserver via une app. À la place d'aller prendre la voiture chez son voisin, lui, il livre les véhicules directement à domicile. Le but, stopper la croissance de plateformes comme Turo. Mettez-vous à la place des constructeurs automobiles. On ne fait que de parler de la fin des voitures. On essaie de savoir ce qui va arriver après. Même si le monde change drastiquement, les gens vont toujours vouloir partir en vacances. Ces voitures coûtent au minimum 300 francs par jour et Tom Fawcett espère bientôt exporter son service. Pour l'instant, on n'est qu'à Londres. On a décidé de se concentrer sur une ville et de le faire très bien. On a reçu d'ailleurs d'autres propositions. Maintenant qu'on sait que ça peut marcher dans des grandes villes, comme Londres, New York et encore en Europe, à Genève, en Suisse, on est en train d'analyser la situation pour savoir où vraiment se développer. Par contre, ici, on ne parle pas vraiment d'environnement. Au final, l'objectif est plutôt de vendre une voiture. On essaie de rendre les gens familiers avec les voitures pour qu'ils comprennent ce qu'ils aiment conduire. On veut faire en sorte qu'ils passent un bon week-end. Et je ne vais pas leur vendre une voiture directement. Mais c'est le début d'une relation. On espère qu'ils vont dire « Je préfère une Range Rover à une autre voiture ». Comme quoi, l'ère de la voiture a encore de beaux jours devant elle. Monsieur Rochety, on vous retrouve à Berne. Alors c'est vrai que ces applications de partage de véhicules pour particuliers, c'est pas vraiment encore très utilisé en Suisse. Je pense que c'est la pression qui n'est pas assez fort de trouver ces solutions. Pour moi, comme président d'Auto Suisse, c'est clair, il y a déjà trop de bouchons sur les routes. Les routes sont trop étroites. Mais comparé à Londres, c'est tout autre chose. Hein. Mais je crois que ça viendra aussi. Ces modèles, on les faut aussi en Suisse. On a une population qui va grandir assez fort. On attend les 10 millions dans les prochaines 10 années. Alors, on ne peut pas toujours construire. On n'a pas plus de place dans les villes. Alors, il faut ces modèles. Moins de voitures qui sont plus utilisées. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Vous pensez que c'est pas une question de mentalité, c'est juste une question de temps pour qu'on puisse voir ces modèles s'installer chez nous? Moi, j'en suis sûr, c'est une question de temps. Parce que c'est une question de est-ce qu'on est sous pression, est-ce qu'on souffre d'avoir pas assez de place. C'est un peu le cas, mais pas tellement fort comme à Londres. Londres, c'est incroyable, j'étais déjà là. C'est tout autre chose qu'ici. Pourquoi est-ce qu'on ne trouverait pas des solutions pour que finalement les voitures ne viennent plus dans les centres-villes et qu'on puisse développer des transports alternatifs qui permettraient d'éviter ces situations? Alors, premier point, je pense qu'on peut réduire les problèmes sans investir. Il faut aussi investir, moi j'en suis sûr, dans les routes. Mais on peut aussi réduire déjà sans investir avec les voitures autonomes parce qu'ils nécessitent plus de place, parce qu'ils peuvent freiner automatiquement. L'informatique est plus vite, pense plus vite que nous, pour le dire assez simple.
De ce point de vue, on a d'autres modèles et moi je suis absolument contre une solution où on écarte les voitures des centres-villes parce que le résultat serait que les magasins n'ont plus les clients parce qu'on préfère aller comme à l'Amérique dans les centres assez grands comme ici Schönbühl. Et là, avec ça, on n'a rien gagné parce qu'à la fin, même du point de vue écologique, c'est plus mauvais. À Berne, ça fonctionne, une cohabitation entre les zones piétonnes et les commerces. C'est une Ouais, exception. mais pas assez bien. Demandez les commerçants. Hein. S'il y a trop de voitures devant, il y a quand même quelques livreurs maintenant qui peuvent être ici. Mais si vous allez parquer, vous avez tout de suite une pénale. Ça fait... On devient quand même fâché. Ouais. Alors on a vraiment le sentiment ici d'avoir un gouvernement assez très vert qui veut écarter la voiture. C'est pas qu'on a... Moi, j'ai rien contre si on a une route, mais si on fait partout des piétons, qu'il faut tourner autour de toute la ville pour trouver quelque chose, c'est négatif du point de vue temps économique, du point de vue écologique, parce qu'on roule trop. Alors, il ne faut pas continuer dans ce sens. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, M. Rushti. Merci. Pour terminer en beauté cette série estivale, nous allons vous proposer une toute dernière dégustation. Nous sommes à Berne, ville fédérale, le lieu idéal pour goûter un de nos plats les plus typiques de Suisse, les rösti. À bon entendeur, c'était déjà livré à l'exercice délicat de goûter un plat national. C'était il y a plus de 10 ans, comme nous le rappelle Malik Meli. En Suisse, l'amour pour la patate remonte à loin. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fameux plan Wallon a haussé le modeste tubercule au rang de star alimentaire. Pour nourrir la population en ces temps troublés, la production de pommes de terre fut multipliée par 10. Et c'est à la même époque que le rösti, qui n'était qu'un solide petit déjeuner pour paysans, devient une sorte de plat national. National, mais paradoxal, puisqu'il divise autant qu'il unit. On parle bien de barrière de Rösti, le fameux Röstigraben, pour qualifier la frontière linguistique entre roman et suisse-allemand. Voilà. Il y a aussi les fanatiques du rösti à la patate crue contre les supporters de la patate cuite, et ceux qui ne jurent que par le saindoux contre ceux qui préfèrent le beurre. Voilà. Comme bien des plats traditionnels, le rösti s'est mis au goût du jour et de la modernité. En sachet, le rösti pour citadins pressés a conquis les rayons des supermarchés. En 2011, ABE avait déjà fait déguster 8 de ces röstis industriels. À l'époque, la note moyenne fut très médiocre, 2,5 sur 6, et même le vainqueur ne récolta qu'un petit 3,9 sur 6. Bref, vraiment pas terrible. 11 ans plus tard, la qualité s'est-elle améliorée? Le suspense est insoutenable. Et comme on aime le goût du risque, mais surtout des röstis, on a remis le couvert. Pour des röstis à la bernoise, quoi de mieux que la ville fédérale? Le restaurant Le Lötschberg. Ici, on sert plus de 200 vins, tous suisses, et il y a plein de röstis à la carte. Bref, l'endroit idéal pour accueillir nos 4 dégustateurs. Gabriela Salvadori, ex-cuisinière, elle cultive aujourd'hui des légumes rares près de Nyon. Frédéric Kondratovic, chef cuisinier du prestigieux restaurant de l'Hôtel de Ville de Fribourg. Noémie Graff, membre du comité qualité de la Semaine vaudoise du goût et vigneronne à Bonia. Enfin, Jérôme Spinden, c'est le chef de cuisine de l'école hôtelière de Lausanne. Au menu de nos fins palais, 6 röstis à la bernoise industrielle que nous avons achetés dans la grande distribution, plus un invité surprise, les röstis maison mitonnés par le chef du Lötschberg, M. Tcherny. Les röstis ont été préparés en respectant précisément les consignes écrites sur les emballages. Et c'est le maître des lieux en personne, Dino Fanelli, qui est au service. Nos 4 dégustateurs ont dû juger de l'aspect, de la consistance et bien sûr du goût des 7 röstis. Première impression générale, bof bof. Je suis arrivée avec un idéal du rösti épais, moelleux,
bien uniformément doré avec une saveur de beurre et j'ai pas retrouvé ça en fait dans aucun des rösti. J'avais l'impression que tout sortait de la même casserole. Donc plus ou moins tout se regroupait, il y avait pas des grandes différences. En fermant les yeux, je me demandais est-ce que je mange la patate ou pas. On passe au classement des 7 rösti à la bernoise et on commence par le moins bon. C'est le rösti de la Coop qualité-prix au prix de 2,85 francs les 500 grammes. Note finale médiocre, 4,3 sur 10. Il était sec et quand vous le mettez au nez, il y avait ce parfum de rance, en fait de graisse qui avait tourné. C'était pâle, il n'y avait pas de coloration à la patate. On mange avec les yeux aussi, je trouvais ça pâle. J'ai le souvenir effectivement d'une rösti particulièrement salée. Ça devrait être un exhausteur de goût, mais ça n'a pas fait ressortir un goût de pomme de terre pour autant. À peine mieux, avec 4,5 sur 10, le rösti M classique de la Migros, acheté au même prix, 2,85 francs les 500 grammes. Vous avez mis sensation d'étouffe chrétien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il était trop sec. J'en aurais pas mangé une assiette complète. Vous voyez, quand on a des livraisons, des fois, de marchandises dans des cartons, puis ça sent le carton mouillé. Donc là, vous avez l'impression de manger du carton. Ouais. Même note finale, 4,5 sur 10 pour le rösti à la bernoise de chez Lidl, 2,69 francs les 500 grammes. Toujours en dessous de la moyenne, le rösti de chez Manor, c'est le plus cher du lot, 4,65 francs les 500 grammes et une note de 4,6 sur 10. Ce côté patates lavées, vous savez, les patates qu'on a cuit à l'eau qui traînent, et puis, ou des vieilles pommes de terre qu'on traînait dans de l'eau, et ensuite on va en faire du rösti, ça peut sentir un peu ces choses. À la 3e place, 5 sur 10, juste la moyenne pour le rösti Aldi, vendu au même prix que celui de Lidl, 2,69 francs les 100 grammes. Au 2e rang, le rösti maison du restaurant Lötschberg, note finale 5,2 sur 10, c'est bien malgré quelques petites réserves. Vous avez mis généreux en gras, en lard, en sel. Le côté salé, je dois reconnaître que je suis quelqu'un qui mange peu salé. Mais j'ai vraiment ce souvenir de véritablement taches d'huile dans l'assiette. Il y en a un dans le lot qui sortait du lot. Et il était vraiment très bon. Il était un peu persillé. On sentait qu'il était cuisiné. J'ai eu l'impression d'avoir un rösti que j'avais fait. C'est une façon de faire, de mettre le lard par-dessus, mais il n'était pas dedans. Et c'est juste ça, mais il était bon. Je pense que c'est le meilleur que j'ai trouvé, quoi. Enfin, le vainqueur, le rösti à la bernoise de chez Denner, 2,70 francs les 500 grammes et une note finale de 5,3 sur 10. Il était bien doré, bien rythmé comme ça dans le lard, des bons arômes au nez. Et en bouche, il est bon. Il était un poil différent des autres, c'était croquant. C'est-à-dire que quand on croquait, on avait une mâche, que les autres, il n'y avait pas de mâche. Lors de la dégustation de 2011, les notes des röstis industriels n'étaient vraiment pas brillantes. 11 ans plus tard, c'est un tout petit peu mieux, mais on est encore assez loin du compte. Est-ce que dans l'industrie du rösti, on peut faire mieux? Ça, j'en sais rien. La rösti, à partir d'une patate cuite, est quand même un plat qui ne nécessite pas une très grande technicité. Donc c'est dommage de ne pas le faire soi-même. Ça va quand même assez vite. Bon, pour parler rösti, on s'est dit que c'était bien de garder Monsieur Rösti sous le coude. Première. Est-ce que vous avez la patate ce matin? Non, j'en ai encore rien mangé. Rösti pour parler rösti, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Comme politicien, c'est important que les gens savent le nom le plus vite possible. Et avec rösti, on a cette chance. S'appeler rösti, c'est une chance ou un cauchemar? Ouais, c'est les deux. Quand j'étais à l'école, ils m'ont vraiment souri. Ça vient pas de tes patates, à part. Ça vient de la région. En allemand, Röst, ça signifie pentu. Albert Rösti, mit Rösti, ça vous parle? Oui, ça me dit beaucoup. J'ai fait une campagne électorale en donnant, en offrant du rösti avec une saucisse. Ça s'est bien allé, rösti avec rösti. Par contre, vous n'avez pas été élu. J'étais élu au Conseil national, mais pas ce que j'ai voulu au Conseil aux États.
Alors, mais je suis content avec ça. Vous mangez des rösti? Oui, vraiment. C'est pas, je dois les aimer, je pense, mais j'aime vraiment toutes les sortes de patates et extrêmement les rösti, c'est juste. La Suisse a augmenté ses importations de patates étrangères. C'est dur à avaler? Oui, ce qui est difficile, très difficile, c'est la politique très sérieuse maintenant, de te comprendre qu'on produit pas plus en Suisse, soi-même dans une situation qui est assez dangereuse en ce qui concerne l'autoprovisionnement. Alors il faut vraiment produire au moins les patates en Suisse pour les Suisses. Votre femme, elle a pris votre nom de famille? Elle a encore pris mon nom. Ouais. Elle a quand même réfléchi un peu avant de le dire quand on a marié.